Propose à présent une interview croisée, cette fois-ci avec deux alumni de Télécom Paris, Jean-Christophe Gaillard, PDG de Corix Partners et président des alumni cybersécurité Télécom Paris, excusez-moi, et Laura Pétavin, présidente des alumni Télécom Paris. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous les deux. Ravi de vous recevoir. Alors avant de rentrer dans les questions liées aux enjeux RH, excusez-moi, je voulais avant rebondir sur une idée que vous développez dans votre dernier livre qui s'intitule The Security Leadership Handbook for the CISO and CEO. Cette idée qu'avant de vouloir peut-être se lancer dans des grands plans de transformation ambitieux, les entreprises doivent un peu balayer devant leur porte, s'occuper des fondamentaux et s'attarder sur les problèmes d'abord, avant tout, de gouvernance. Oui, merci Julia, merci Annette Explo. Moi, je voudrais commencer quand même par répéter ou rappeler quelque chose qu'on n'a pas beaucoup entendu jusqu'ici depuis que je suis là ce matin. C'est que, si vous voulez, les problématiques de cybersécurité, de sécurité de l'information, elles ne sont pas apparues de nulle part avec le Covid, avec le ransomware qu'on voit depuis plusieurs années, avec le quantique ou ce que vous voulez. Ce sont des problématiques qui se formalisent, qui se structurent depuis une trentaine d'années. Les premiers efforts de standardisation remontent à environ 1995. Les premiers rôles de RSSI également, Steve Katz chez Citibank, etc., si vous vous intéressez à l'historique des métiers. La bonne pratique, elle se structure, elle se formalise depuis. Ce sont des efforts qui nous ont amenés à l'émergence de standards comme la série ISO 27000, etc., qui a déjà une vingtaine d'années. Donc, on n'est pas dans quelque chose de neuf. Ouais. D'accord ? Donc, il faut bien garder ça présent à l'esprit. On l'entend trop peu. Donc, je voulais commencer par rappeler ça. Et si on regarde comment l'entreprise a approché ces problématiques au cours des 20 dernières années écoulées, on voit qu'elle les a approchées essentiellement sous un angle purement technique, comme un problème purement technique qui doit se résoudre purement par des moyens techniques. Et au bout d'une vingtaine d'années, à vraiment jamais aller au-delà des quick wins, on trouve des bonnes pratiques qui sont en fait mal en place. Hein, et voilà un petit peu ce qui est au démarrage, si vous voulez, de ma réflexion, en dépit des centaines de milliards dépensés avec des marchands de tech et des grands cabinets, semaine après semaine et mois après mois, on voit des cyberattaques se produire, toujours plus virulentes, toujours plus impactantes pour l'entreprise. On vient d'en entendre parler dans le contexte des PME. C'est le point de départ de ma réflexion qui a amené au handbook dont vous parliez, merci de le mentionner. Pour moi, si on ne regarde jamais en arrière et si on ne s'interroge jamais sur où sont les facteurs de blocage qui ont amené l'entreprise à se protéger finalement aussi mal au cours de la période. Si on ne s'interroge pas sur ces facteurs de blocage, on condamne l'entreprise, elle se condamne elle-même d'une certaine manière à répéter les erreurs du passé. C'est quoi le plus gros problème ? Alors pour moi, quand j'arrive en général à ce stade, dans ce genre d'exposé, on me dit souvent, oui, mais tout ça, c'est très bien, ce sont les menaces qui évoluent sans cesse, beaucoup plus vite que l'entreprise peut se protéger. Et puis, les investissements dont vous parlez, bon, en fait, ils ont été significatifs au cours de la période, mais probablement pas suffisamment au niveau des enjeux, etc. J'entends ces arguments, mais pour moi, on reste plutôt dans le symptôme, si vous voulez, dans le symptôme d'un problème plus profond, qui, pour moi, quand on commence à chercher les causes profondes, tout ça nous emmène vers la culture des dirigeants et vers fondamentalement la gouvernance de l'entreprise. Moi, si je regarde les profils des clients avec lesquels j'ai été amené à travailler depuis une dizaine d'années, ce ne sont pas des PME, ce ne sont pas des ETI, vous comprendrez sans peine que je ne peux pas vous donner de noms ou de détails plus concrets que ça. Mais fondamentalement, si je cherche des points communs dans tous les profils des clients avec lesquels j'ai travaillé sur les 10 ans écoulés, le sous-investissement n'est pas le point le plus saillant. Mes clients, ils ont évidemment des problèmes de maturité cyber, c'est pour ça qu'ils viennent me voir. Alors, ce n'est pas les Valeo, ce n'est pas les Renault, ce n'est pas les Crédits Agricoles. Hein. Ceux-là, vous les avez entendus, ils font bien leur travail, ils en parlent fantastiquement bien. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent de gros problèmes de maturité, de grandes entreprises qui ont des problèmes qui vous feraient tomber de la chaise si je pouvais vous en parler. Mais c'est la réalité de ce que je vois sur le terrain.
Donc mes clients, ils ont tous des problèmes de maturité. Ils ont initié un effort de transformation, c'est pour ça qu'ils viennent frapper à ma porte. Donc ils ont compris qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, ils veulent savoir quoi, ils veulent qu'on les aide, qu'on les accompagne. Ils ont à peu près tous des problèmes chroniques d'exécution, des problèmes endémiques d'exécution et de dépriorisation autour des sujets cyber. Ils ont à peu près tous des problèmes de déficit de maturité profonde. Les bonnes pratiques basiques qui ont 20 ans d'âge sont mal en place. Quand elles ont besoin de la transversalité dans l'entreprise pour être effectives, c'est en fait encore pire. On pense en particulier aux problèmes de gestion de l'identité ou des droits d'accès, où là, il faut forcément impliquer les RH, forcément impliquer les métiers, les géographies, etc., pour monter quelque chose de pérenne. Elles ont en plus de ça des problèmes fondamentaux de leadership, de déficit de leadership autour de la cyber, avec des rôles de RSSI mal définis, mal positionnés, peu audibles, peu crédibles, peu visibles dans l'entreprise, avec des profils de RSSI qui ne sont pas adaptés ou plus adaptés aux enjeux. Et fondamentalement, elles ont quasiment toutes des problèmes d'engagement de leurs dirigeants avec la problématique cyber, des dirigeants qui ne sont pas capables ou pas désireux d'aller bien au-delà de l'obligation réglementaire ou du prochain rapport d'audit ou du dernier rapport d'audit. Et tout ça enferme l'entreprise dans une culture du box-checking, hein, de la croix dans la case. Voilà, on met des croix dans des cases pour fermer les points d'audit et puis on passe à autre chose jusqu'au prochain audit. Bon, j'exagère, vous allez me dire j'exagère. J'ai la conscience pleine, intégrale d'avoir une vision déformée du marché. En général, je m'en excuse quand j'arrive à ce genre de points dans ce genre d'exposé. Mais vous savez, vous serez vraiment surpris de voir le nombre de mes interlocuteurs qui, à ce stade dans la conversation, me disent non, tu n'as pas vraiment une vision déformée du marché, tu dis des choses qu'on entend trop peu, tu dis des choses qu'il faut dire, et nous aussi, on le voit tous les jours. Voilà. Voilà un peu le contexte derrière le handbook et l'essence de la réflexion que vous allez y trouver. Le handbook, je répète, qui s'appelle The Cybersecurity Leadership Handbook for the CISO and the CEO. Donc c'est un guide. C'est un guide et c'est une collection d'articles que j'ai écrits depuis 2015 qui sont groupés par thème. Voilà. Très bien. Alors parlons à présent du recrutement dans les métiers de la cyber. On a dit beaucoup de choses depuis le début de la journée. Vous avez pu suivre d'ailleurs tous les débats et tout ce qui s'est dit. On a parlé notamment des problèmes de faux stéréotypes qui collent à la peau du métier de cyber. Comment faire ce travail de pédagogie auprès des jeunes aujourd'hui, Laura ? Merci Julia, merci de notre explo. Donc moi j'interviens ici un peu comme avec Jean-Christophe, Alumni Télécom, où on a un groupe cybersécurité qui depuis 2017, on a lancé avec Guillaume Poupard, qui était à l'époque dirigeant l'ANSSI, qui nous avait inauguré le premier, sur ces métiers, sur le problème des métiers, des différentes représentations et du problème qui déjà à l'époque, en 2017, était là sur le manque de talent et de recrutement, et le problème de recrutement. Moi, je ne dirais pas trop, et il y a eu effectivement quelques éléments intéressants depuis cette matinée que je vais reprendre. Un problème de faux stéréotypes, c'est plutôt c'est une absence de richesse de stéréotypes. On a beaucoup, c'est normal, l'ANSSI a intervenu, on a d'autres intervenants qui ont parlé donc, de la valeur suprême de protéger, et surtout quand on est le thème aujourd'hui de la souveraineté, sur un niveau de grande entreprise ou de l'État, d'avoir des soldats qui vont être les bons soldats, qui vont l'image du bon soldat qui va nous protéger contre les mauvais. C'est une très belle valeur, on le verra après peut-être sur la diversité, y compris, il ne faut pas se le cacher, pour des femmes, qui peuvent aussi, et on voit beaucoup, qui peuvent s'engager. On voit des femmes qui vont dans la gendarmerie, dans les métiers de soldats, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Tout le monde ne se voit pas là-dedans. Ce n'est pas une représentation universelle. Il y a malheureusement sur beaucoup d'aspects des métiers cyber quelque chose qui est, et là les métiers aussi, nous-mêmes, acteurs de la cybersécurité, doivent nous regarder un petit peu notre nombril. On a tendance à en faire des métiers qui sont cachés dans les organisations. Et pour le coup, le symbole un peu négatif qu'il faut contrer, c'est le symbole du plombier. Le plombier, c'est dans la partie, dans la maison qui amène l'eau. Il est rare, il se fait très bien payer. Comme par hasard, vous voyez, c'est la même chose. Et voilà, c'est quelque chose qui dans l'imaginaire de tout le monde, c'est quelque chose qu'on veut pas voir. Hein. C'est la plomberie qui est cachée. Quand ça ne va pas, on en a besoin, c'est urgent, c'est une crise. Mais voilà, c'est un métier qui est pas valorisé. Et donc nous, ce qu'on a commencé à évoquer dans nos réunions, et puis on l'évoque, c'est quelque chose qui vient d'être mentionné sur des raccourcis, des courts-circuits. Je vous rappelle à une lecture que je vous recommande d'Étienne Klein, qui a sur ce sujet-là écrit récemment, donc qui est un philosophe et un épistémologue, et qui parlait notamment de son frère, qui est décédé récemment, et qui avait une compétence non pas
je dirais, qui se verbalisaient correctement, mais au contraire qui étaient dans le savoir-faire manuel et qui reconnaissaient comme étant aussi compétents que lui. Eh bien, en cybersécurité, c'est la même chose. Il faut comprendre que c'est un métier qu'il faut réexpliquer, et trouver une analogie. L'analogie qu'on prend souvent, c'est la médecine. Ça a été évoqué juste précédemment. Quand on regarde, surtout en cybersécurité, on parle de quoi? De virus, de faux positifs, de patient zéro, si ce n'est pas des termes médicaux. Donc on a maintenant construit et c'est ce que des années de construction technologique numérique ont construit quelque chose qui est complexe. Le numérique, c'est pas que ça qui est l'interface qui sollicite beaucoup notre cerveau et qui est connecté à notre corps et à notre cerveau, mais c'est derrière plein de choses, des réseaux, des serveurs, des chips, des fibres optiques, du code, de la donnée, des modèles de données. Enfin, tout ça, c'est compliqué. Et donc, on a bâti quelque chose qui est presque un corps numérique. Eh bien, pour donner du sens, on peut peut-être faire ces raccourcis et donner à ces jeunes qui n'arrivent pas à se représenter dans nos métiers, de dire, tu vas devenir un spécialiste sur quelque chose de pointu, mais tu vas acquérir une discipline, un savoir-faire que peu de gens connaissent et qui doit être reconnu en tant que tel. Moi, ce que je reçois souvent, et alors moi je suis dans la cybersécurité en tant que consultante, c'est aussi un ressenti. Pour faire parler un métier, il faut expliquer aux jeunes la technique, mais le ressenti de ce qu'ils vont avoir dans les interactions qu'ils vont avoir avec leurs clients, l'entreprise sur laquelle ils travaillent ou leurs responsables. Et le ressenti, quand quelqu'un est dans la cybersécurité, c'est qu'il maîtrise quelque chose qu'en face, la personne ne comprend absolument pas. Que souvent, elle sait en parler vaguement, mais je vois bien les stratégies un peu d'évitement. Dans les concepts, on comprend, mais dès qu'on est en dessous, c'est vrai qu'on est seul. On dit la personne ne comprend pas ce qui se passe. Eh bien, il faut valoriser ce savoir-faire, ce ressenti qui est plutôt de dire je vais vous rassurer, en cybersécurité, je vais vous soigner, puisqu'il y a un problème, je vais réparer les choses et travailler cette relation humaine. Moi, je vous viens en aide. Et donc, vous voyez, derrière, le nouveau concept, ce n'est pas le soldat, c'est plutôt le soin, l'attention. Et ça a une vertu, c'est qu'on va l'avoir. Le pompier aussi, oui. Ça a une vertu, c'est ça peut amener d'autres profils, on va l'évoquer, qui ne sont pas que des. Qui a été justement l'appropriation par beaucoup de jeunes hommes et d'hommes qui sont dans la guerre. C'est une valeur, mais ce n'est pas la seule. C'est pas la seule. Jean-Christophe, sur cette question? Pas grand-chose à rajouter sur ce que disait Laura, mais par rapport à votre question sur la pédagogie et tout ça, moi j'ai un petit coup de gueule quand même à donner sur l'industrie de la tech, parce que ce matin on a entendu Michel Vandenberg nous parler du sweat à capuche et tout ça. Ce visuel, il est nocif, il est toxique. Le visuel qu'utilisent les boîtes de tech pour leur contenu et pour pousser leur contenu et leur matériel sur les réseaux sociaux, etc. Le sweat à capuche, d'abord, c'est pas que le sweat à capuche. Le type, il est masqué, il est dans l'ombre, il porte effectivement un sweat à capuche, etc. Puis il y a tout le reste de l'imagerie et du visuel qu'utilisent sans vergogne les boîtes de tech, le cadenas, les chaînes, le château fort. Tout ça, c'est du visuel. Pas que les entreprises, d'ailleurs, les médias. Oui, voilà, que les médias ensuite relaient sans cesse, sans vergogne. C'est ce visuel daté, excessivement masculin, franchement, à la limite de l'absurde, qu'il faut éradiquer. Et les boîtes de tech, elles peuvent venir ici se plaindre du problème, elles peuvent venir ici se plaindre qu'elles ont des problèmes à recruter des profils divers, mais il faut déjà qu'elles arrivent à communiquer via leur marketing et leur contenu, qu'elles adhèrent réellement à des valeurs de diversité. Et ça passe, de mon point de vue, par l'éradication de toute cette imagerie qui est franchement toxique. Et ça passe par les boîtes de tech, allant s'asseoir autour de la table avec leurs boîtes de marketing et leurs créatifs et leur dire « fini ». Alors, est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils le font pas? Est-ce que vous pensez vraiment que ça ne peut pas du tout contribuer à rendre la chose un peu, en tout cas... Je pense qu'on a tellement de problèmes de recrutement que oui, on pourrait se dire oui, voilà, ça rend la chose un petit peu amusante entre guillemets. Je suis pas sûr que je pense qu'il y a des problèmes de recrutement et de rareté du talent sont tels qu'il faut vraiment essayer d'ouvrir au maximum le champ et d'attirer au maximum la plus grande diversité possible de profils. Ça passe par l'éradication de cette imagerie et ça passe par les boîtes de texte s'asseyant autour de la table avec leurs gens du marketing pour leur dire stop, quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette image et surtout pour faire en sorte que plus de jeunes s'investissent dans cette filière, font des études dans cette filière? Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des écoles? Est-ce que ça doit commencer plus tôt? On a même parlé avec Alice Glanard, même je pense, d'aider le primaire. Oui, alors il y a deux écoles. Il y a beaucoup de métiers et sous-métiers dans la cyber, donc il
peut y avoir aussi la possibilité de rattraper des personnes qui en formation continue vont revenir dans la cyber. Il y a des postes où on n'a pas besoin effectivement d'avoir j'ai parlé d'une discipline. Une discipline, c'est du code, c'est des mathématiques. Nous venons d'une école d'ingénieurs. Bon, il y en a de différents niveaux qui sont là pour... c'est une capitale quand même de compétences et de savoir, une science même, et puis des savoir-faire qui sont acquis depuis de nombreuses années, des dizaines d'années maintenant. Et ça, il faut le valoriser. Et chez des personnes qui sont les jeunes et malheureusement, en France, on est en train de le corriger, mais d'autres pays le connaissent, un rejet je parle même d'illettrisme numérique, qu'on est en train de construire et qu'il faut absolument vite rattraper, parce qu'on ne donne pas envie d'avoir le goût du code, enfin le goût des maths, du chiffre. C'est pas parce qu'on aime le chiffre et le code qu'on n'a pas d'autres passions, qu'on n'a pas possibilité de s'exprimer sur d'autres choses. On a les fameuses personnes qui sont stéréotypées, souvent sont des musiciens, donc ils ont d'autres manières d'expression, mais ils ont un savoir-faire, et ça, il faut le valoriser à tous les niveaux, et dès la primaire. On voit les chiffres, surtout, alors on va l'évoquer peut-être après, sur les jeunes filles qui abandonnent alors qu'elles sont bonnes en mathématiques à différents niveaux. Toutes les actions de mentoring que l'on fait maintenant que les ingénieurs des grandes écoles et de toutes les écoles maintenant font pour des jeunes le voient. C'est une catastrophe de voir cette appétence mathématique qui est à cause des représentations alors que le niveau est là, disparaît au moment où il faut commencer à faire des choix pour le bac ou un peu après. Donc ça, je crois qu'il faut changer les choses. Reprenant sur mon analogie, quand on regarde par exemple la valeur qu'a la médecine, et avec des gens qui ont la vocation, alors qu'il faut faire 8 ans d'études, c'est du boulot en termes d'étudiants, qu'il faut travailler sur le corps humain, il faut ouvrir la chair, le sang, ça fait peur. Et bien dans le numérique, il ne faut pas avoir peur, je l'appelle ça, c'est sous le capot. Au-delà de cette interface qui est brillante, un cyberanalyste ou un spécialiste, il va ouvrir, vous savez, cette fameuse fenêtre noire où il y a vous voyez, qu'on voit souvent dans les films. Pourquoi voir ça comme quelque chose qui est caché ou qui est vilain? C'est comme un docteur un chirurgien qui ouvre un corps. C'est vrai qu'on est derrière, on est sous le capot, et il faut pas avoir honte de ça. La cyber, c'est aussi ça, c'est être ceux qui voient derrière l'interface jolie et tous les services que l'on montre, bien sûr, à l'usager qui, lui, n'a pas à voir ça. Donc ça, voilà. Donc déjà, en formation initiale, revaloriser ces métiers-là et travailler sur une représentation et le ressenti qu'ont les personnes qui font ce métier-là dans leurs jeunes années, qui soient donc les fameux rôles modèles. Et là, j'avoue qu'on commence à s'en apercevoir. Donc il faut que ces rôles modèles soient jeunes, soit dans des postes sur le terrain, pas uniquement montrer des réussites managériales des femmes qui sont là, qui sont importantes à montrer. Le rôle qu'elles ont, c'est dans les organisations de pousser pour qu'on prenne des gens de la diversité, les faire venir même. On a parlé beaucoup de formation interne des entreprises. Donc là, elles ont un rôle de décision, de pouvoir. Mais par contre, ce n'est pas que elles qu'il faut montrer. Je parle des jeunes filles, c'est des jeunes filles qui sont... Et on en a quelques-unes. Ça, il faut les montrer. Il faut qu'elles racontent. Il faut qu'elles récitent un peu ce qu'elles vivent au quotidien avec leurs clients, avec leurs équipes. Pour en inspirer d'autres. Oui, je veux juste rajouter que la formation initiale, c'est une chose. Il faut absolument penser la formation tout au long de la vie professionnelle. Il ne faut pas, évidemment, oublier la formation continue. Au sein du groupe cyber, on a environ... Groupe cyber de l'association d'alumni Télécom Paris, on a environ 400 membres. La plupart sont arrivés à la cyber à des stades très divers de leur carrière. On a fait un certain nombre d'événements, on a organisé un certain nombre d'événements avec Télécom Evolution au début de la réinitialisation du groupe cyber en 2016-2017. On avait eu de bons niveaux de participation qui nous démontrent vraiment qu'il y a de l'appétit sur les sujets en matière de formation continue. Donc il ne faut pas du tout négliger ces aspects-là. Et je pense qu'il faut aussi engager davantage l'entreprise. Il faut que l'entreprise joue le jeu. Il faut que les RH jouent le jeu dans l'entreprise. On en a un peu entendu parler ce matin. Vous avez parlé d'éduquer les RH. Je pense qu'il faut que les RH jouent le jeu. Il faut que les RH valorisent les fonctions cyber, qu'elles les fassent sortir de leur niche de spécialistes techniques et qu'elles les fassent entrer dans le
fonctionnels de l'entreprise pour pouvoir les intégrer dans des parcours de carrière. Alors, on l'a entendu très bien des deux RSSI de Valeo et du Crédit Agricole qui sont intervenus auparavant, mais ce sont des entreprises qui visiblement sont très matures et très avancées dans leur approche de la cyber par rapport à beaucoup d'autres. Mais je pense par exemple que les aspects de management et de leadership autour des problématiques de cyber sont complètement sous-estimés de mon point de vue. Prendre en charge un programme de transformation des pratiques cyber au niveau de l'entreprise, au niveau d'une unité, au niveau d'un pays, au niveau d'une région, pour moi, ça reste une opportunité fantastique pour un jeune cadre de démontrer son habilité à transformer, à exécuter, à faire arriver les choses, et dans le même temps, qui lui permet de développer une épaisseur en termes de management et en termes de leadership qui ensuite va être valable pour l'entreprise, réutilisable pour l'entreprise dans un très grand nombre d'autres domaines. C'est ce genre de positionnement des sujets cyber dans leur complexité, dans leur transversalité, qu'il faut amener les RH à apprécier pour mieux les insérer dans le fonctionnel de l'entreprise. C'est cette démarche qu'il faut réussir à faire dans l'entreprise pour accompagner tout ce qu'on peut faire en parallèle en termes de formation initiale et de formation continue. Est-ce que les problèmes qu'on attribue à l'imaginaire des métiers cyber, ce n'est pas le problème finalement de tous les métiers dans l'entreprise? On en parlait tout à l'heure. Est-ce que les jeunes connaissent déjà l'entreprise? Moi, j'ai ce souvenir de finir mes études et finalement d'avoir pas vraiment mis les pieds encore en entreprise et d'avoir découvert l'entreprise vraiment au tout début de ma carrière. Quand vous parlez fonction support, avec tous ces termes qui décrivent tous les métiers de l'entreprise, je ne suis pas sûre que les jeunes sachent exactement de quoi il s'agit. Donc, ce n'est peut-être pas qu'un problème des métiers de la cyber, mais de l'entreprise en général. Oui, on l'a très bien entendu. On l'a très bien entendu de la part de Madame Poincet ce matin, qui nous a très bien parlé de comment elle a besoin de faire rentrer les jeunes qu'elle recrute dans la logique de l'entreprise, pour les faire sortir de la logique universitaire, les faire rentrer dans la logique de l'entreprise. Elle nous en a très bien parlé. Je pense qu'elle a 100% raison. Les jeunes connaissent mal l'entreprise. Alors on le sent, nous, un petit peu, lorsqu'on fait des actions de mentorat. Entre autres, l'association d'alumni et Télécom Paris font ça assez bien. On l'entend bien de la part des étudiants, en fait, qu'on accompagne. Mais le mentorat, ça peut servir à ça. Ça peut les aider déjà à monter sur la première ou sur la deuxième marche de ce grand escalier. Et donc, il faut réfléchir aussi dans tout ce sens-là, en termes de mentorat, en termes de coaching. Je pense que en termes de stage, peut-être un peu plus tôt. Oui, mais on peut regarder des métiers dans l'entreprise, les fonctions d'entreprise comme le marketing. Là, je parle beaucoup parce qu'on est très, vous voyez qu'on est très motivé sur la motivation des jeunes filles. Moi, je mentor une fille de quartier défavorisé. On est dans des programmes pour faire cela. Et elle en première, elle veut faire du marketing. Marketing, dans une entreprise, c'est une fonction support. Mais elle a une image, surtout pour les jeunes filles, qui a été travaillée, qui est visuelle, effectivement. Alors, avec les réseaux sociaux, mais bien sûr, ils sont aidés, mais... Donc il y a bien un travail à faire pour que des métiers comme la cybersécurité, qui sont aussi du support, mais qui sont, en tout cas dans cette population-là, ils n'existent pas ou sont vus sur des images négatives. Donc je pense qu'il y a un travail quand même. Tout le monde de l'entreprise n'est pas correctement... Enfin, il y a des biais chez les jeunes pour l'entreprise, mais ils survalorisent certaines fonctions et ils dévalorisent d'autres. Donc c'était au métier, finalement, avec les écoles, on va l'évoquer après, je crois, avec notre table ronde, à faire aimer ce métier-là. Et j'aurais dit, on va le faire aimer en parlant des récits et du ressenti. Je crois qu'effectivement, un jeune, il a besoin de savoir comment il va interagir avec des humains. Peut-être la cybersécurité, c'est le numérique, et le numérique, c'est un ordinateur. Donc je vais être tout seul dans un coin. Alors oui, il y a des moments où on est tout seul devant son écran, mais on a un savoir-faire qui est reconnu, et on l'explique à un humain qui, lui, au contraire, est très démuni par rapport à ça. Donc il y a bien des interactions humaines, et c'est ça qu'il faut vendre, et pas la technologie. C'est l'utilité dans l'entreprise, et au-delà, pour les pays, l'utilité pour protéger un pays, on l'a parlé également ici. Et peut-être creuser un peu plus aussi sur l'impact vraiment que... par exemple, un manque de cybersécurité peut avoir sur la société. On a de plus en plus des attaques sur les hôpitaux, par exemple. Est-ce que ça peut aider aussi à faire comprendre l'enjeu de la cybersécurité, de peut-être parler de choses concrètes, en fait? Ah oui, alors moi, les hôpitaux, je trouve que j'ai beaucoup de clients qui sont chez les hôpitaux. Quand on arrive, je vous assure, on explique comment on va faire, on essaie d'éduquer les personnes qui, derrière, n'ont pas le temps, n'ont pas les budgets. Et vous êtes vus, voilà, je reprends sur mon image du ressenti.
Si on est crédible, et là j'aimerais bien que ce soit pas que des messieurs qui expliquent la crédibilité, mais aussi des jeunes filles et des jeunes femmes qui expliquent cela, vous êtes vus comme apportant une réponse à un véritable problème, et qui n'est pas nié, sauf que il est... Pardon. Jean-Christophe, vous disiez au début que finalement on est tout effarouché aujourd'hui, on est tout surpris que tout ça arrive, alors que ça fait des années que ça se trame d'une certaine manière. Vous qui habitez à Londres, comment ça se passe en Angleterre? Est-ce qu'il y a quelque chose de culturel? Est-ce qu'ils accusent le même retard, ou en tout cas les mêmes pénuries de talents? Oui, je pense que le problème est le même. Je ne vois pas de différence particulière entre la France et la Grande-Bretagne. Je pense que le problème est global, oui, absolument. Je pense que le problème est global. Je connais mal le marché asiatique, mais je pense que le problème est global. Il est en tout cas, à mon avis, commun à la plupart des personnes avec qui je suis en contact au travers des différents pays européens, et certainement aux US, c'est flagrant et peut-être encore pire. Oui. C'est important de le dire, on l'entend peu, ça. Oui, je travaille pour une boîte américaine, peut vous dire, alors peut-être qu'il y a des commence à y avoir des... On voit les talents féminins, notamment sur certaines fonctions qu'on ne voit pas encore en France, mais franchement, ça joue sur ça joue quelques bons exemples. Pour revenir aussi à quelque chose que je trouve il y a peut-être des gens ici dans les RH qui peuvent écouter cela. Puisque vous voyez, on démarre, vous avez vu les chiffres, 15% des femmes dans la cybersécurité. À l'échelle d'une équipe où il y a un manager ou une manager avec une équipe de, on va dire, 10 personnes, souvent, quand on a une femme, il y en a une sur 10. Et l'effet des autres qui sont là, avec leur savoir-faire, leur boys club, ils connaissent bien les choses, alors qu'il accepte, il accueille maintenant, il y a des bonnes pratiques, il y a des bonnes ententes. On ne va pas penser tout de suite à des choses qui peuvent arriver, qui sont quelquefois répréhensibles. Mais le problème, c'est que alors les vies des femmes, c'est que quelquefois on doit vouloir évoluer ou s'interrompre entre 30 et 40, comme par hasard. Et donc, la personne qu'on a embauchée disparaît de l'équipe. Et donc, en fait, il faut au moins essayer à chaque fois, même si c'est difficile, que quand on constitue une équipe, une bonne pratique d'une équipe, il n'y ait pas qu'une femme et deux. Comme quoi, s'il y en a une qui s'en va, qui est promue, il y en a toujours une qui arrive, et puis on essaie de maintenir ainsi une proportion. Et on est 2 sur 10, ça fait encore que 20%. Mais tant qu'on est... Et souvent, c'est un vécu, je peux vous le dire, quand il n'y a qu'une femme dans une équipe d'hommes, eh bien, on le ressent. Forcément, on est une excuse pour le management. Ah oui, j'ai recruté une femme. C'est bien. Mais le manager, il est à la merci qu'elle s'en aille. Et du coup, il faut tout recommencer à zéro. Jean-Christophe? Non, rien à rajouter, c'est du management, tout ça. On l'a entendu, je pense, de M. Gachon un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Vous voulez le mot de la fin? Le mot de la fin. Oui. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être pour conclure. Pour conclure, non, vous disiez tout à l'heure de parler des menaces, parler du réel. Je pense que c'est absolument essentiel. Lorsqu'on a préparé l'événement, on a échangé autour du thème. Tout ça, c'est très abstrait. Comment on arrive à le rendre plus concret. Et en fait, ce qui est fantastique dans la cyber, c'est que c'est très abstrait pour beaucoup de monde jusqu'au jour où ils ont un problème. Et après, ça devient très concret. Alors, au-delà de la boutade, si vous voulez, au-delà du cliché, comme vous voulez, il y a quelque chose d'assez important derrière tout ça. C'est que la cyber, c'est absolument typique d'un domaine où l'appréciation du problème, la perception du problème est fortement encadrée par des biais cognitifs. En particulier autour de prise de décision, etc. Vous pouvez aller voir les travaux de Daniel Kahneman sur le sujet. Ce n'est pas des travaux cyber, bien sûr, c'est des travaux autour de la prise de décision. Mais vous verrez sans peine à quel point la cyber se coule dans ce mode de pensée. Pour moi, la clé, elle est dans la perception, vraiment. Expliquer, essayer de calquer un schéma rationnel pour développer la sensibilisation à la cyber, pour éduquer. Essayer de calquer un schéma rationnel sur une problématique qui est pseudo-irrationnelle, pseudo-inconsciente, ça ne marche pas. C'est pour ça que la plupart des programmes de sensibilisation marchent mal, en dépit de ce qu'ils coûtent, en dépit du fait qu'on répète les mêmes erreurs depuis 20 ans. C'est des trucs qui marchent fondamentalement pas très bien dans l'entreprise. En plus, lorsqu'on calque ces programmes sur des cultures qui sont fondamentalement toxiques, si les employés voient tout le temps le management ignorer des règles de sécurité qui sont imposées à tout le monde, comment voulez-vous que le message puisse passer? Donc toujours parler du réel, toujours ramener le réel sur le tapis, la menace, les conséquences, et aller chercher à créer une réaction qui est une réaction naturelle de protection par rapport à quelque chose à laquelle on est attaché et face à des menaces qui peuvent réellement vous nuire. C'est ce genre de réaction en jouant plus sur l'émotionnel que sur le rationnel qu'il faut chercher à créer. C'est des choses qu'on
qu'on sait faire un peu mieux si on va regarder dans le domaine de la prévention contre le tabac ou contre la vitesse sur la route, par exemple. Donc chercher plutôt l'émotionnel que le rationnel. Jean-Christophe Gaillard et Laura Pétavin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.